Mega Man X, le spin-off censé moderniser la série des Mega Man pour les systèmes 16 bits. Quand j'ai découvert ce jeu, je connaissais même pas la série principale. Je l'ai surtout choisi comme cadeau d'anniversaire parce que je trouvais le dessin de la boîte super cool. Mes frangins, plus âgés et surtout mieux renseignés, m'ont laissé faire parce qu'ils connaissaient, eux, la réputation de la série principale. Pour moi, c'était juste un énorme coup de pif. Le choix le moins raisonnable que j'ai jamais fait en rapport avec le jeu vidéo, et aussi l'un des meilleurs. Mega Man X est devenu instantanément l'un de mes jeux préférés à l'époque. Et je crois qu'il l'est encore aujourd'hui. Ce que je vous propose, c'est de voir ce qui m'a autant fait adorer ce jeu à l'époque, et surtout de répondre à la question suivante. Qu'est-ce que ce jeu vaut aujourd'hui ? Le style graphique est très classique, avec des gros traits noirs, des couleurs vives, des effets de lumière et d'ombre très légers pour un rendu manga. Les personnages ont beaucoup de personnalité, en particulier les Mavericks, tous inspirés de différents animaux. Même si de nombreux éléments de design rappellent ceux de la série principale, on a ici un rendu beaucoup plus dynamique, moderne et saillant. Là où Mega Man avait un style assez enfantin, Mega Man X, c'est pour les grands. Le design d'X, le nouveau protagoniste, représente très bien ça. Son look de départ ressemble pas mal à celui de Mega Man, juste un peu plus âgé et moderne. Mais au fur et à mesure que l'on progresse et que l'on débloque des morceaux d'armure, celle-ci prend un aspect beaucoup plus détaillé et surtout beaucoup plus agressif. Les décors font à peu près la même chose. Ils reprennent les thèmes populaires des précédents épisodes et leur donnent un look plus moderne et plus détaillé. Comme dans tout Mega Man qui se respecte, chaque niveau a ses propres éléments de décor et ses propres ennemis, ce qui lui confère beaucoup de personnalité. Mega Man X n'a pas les graphismes les plus impressionnants de la machine, mais je pense qu'ils ont très bien vieilli, par un style cohérent et très maîtrisé. Et c'est typiquement le style de visuel que l'on trouve dans les jeux d'inspiration rétro à la mode actuellement. Du coup, ça colle pas mal aux sensibilités actuelles. Les animations sont détaillées et très exagérées, ce qui les rend très impactantes, comme ce qu'on pourrait voir dans un animé. Les attaques et mouvements des boss sont également accompagnés de nombreuses animations différentes, à un point qui ne sera d'ailleurs pas toujours atteint dans les épisodes suivants. Même les ennemis de base ont parfois des animations inattendues et plutôt élaborées, comme les lanceurs de pioches qui vous rient au nez lorsqu'ils font mouche, ou ces ennemis qui dérapent pour se retourner. Ce niveau de détail n'était pas nécessaire, mais ça ajoute beaucoup de charme au jeu. La lisibilité de l'action restera excellente durant toute l'aventure, même si on remarquera quelques ralentissements durant certains passages un peu chargés en ennemis ou en effets visuels. Mais c'est plutôt rare et ça ne gâchera pas le plaisir de jeu. La BO de Mega Man X compte probablement parmi les plus marquantes de la console. Et ce premier épisode a probablement la meilleure BO de toute la série. Comme dans la série classique, chaque niveau a son propre morceau représentant le thème du niveau et son boss. Et comme le style graphique, la musique plus péchue, plus intense, nous dit qu'on a bien changé d'époque. Aujourd'hui, chaque morceau est gravé dans ma mémoire, et entendre l'un d'eux au détour d'une vidéo YouTube par exemple, me donnera toujours envie de relancer une partie. C'est probablement ici que le facteur nostalgie joue le plus, c'est souvent vrai avec la musique. Alors évidemment, je peux pas être totalement objectif. Mais par sa diversité, par sa personnalité et par sa maîtrise technique, je vois, comme beaucoup d'autres, la BO de Mega Man X comme ce qui se faisait de mieux à l'époque et dans le genre. Et les bruitages sont tout aussi réussis et mémorables. Des glissades au tir en passant par les impacts, tout un rendu futuriste qui n'était pas possible à la génération précédente. Pour la musique comme pour le son, les capacités du hardware sont très bien exploitées. Probablement mieux que par les deux épisodes suivants d'ailleurs. L'histoire est manichéenne et simpliste au possible. Il y a les gentils robots alliés des humains et les méchants robots corrompus, qu'on appelle ici les Mavericks. Vous allez éliminer les robots corrompus un par un, vous appropriant leur pouvoir au passage, pour monter en puissance jusqu'à pouvoir défaire leur chef, Sigma. La série essaiera vaguement de développer ce scénario de base par la suite, avec un succès tout relatif d'ailleurs, mais sur ce premier épisode, on ne s'embarrasse pas beaucoup plus avec le scénar que dans la série principale. On a juste un méchant un peu plus menaçant et plus charismatique, mais aux motivations tout aussi basiques que celles de Wily. C'est pas vraiment un critère pertinent ici. En termes de gameplay, on a affaire à un jeu d'action plateforme très dynamique, comme vous avez pu le voir sur les images. Le saut est accompagné d'un wall jump donnant beaucoup de verticalité au jeu.
Quant au dash, il remplace en quelque sorte la glissade des épisodes classiques. A noter que les sauts réalisés pendant le dash conservent sa vitesse. La combinaison du wall jump et du dash est en grande partie responsable du gameplay très nerveux de Mega Man X. Au niveau offensif, vous disposez d'un tir de base que vous pouvez tirer en petite saccade de 3 ou charger. Vous allez ensuite récupérer une arme supplémentaire sur chacun des 8 Mavericks que vous devrez affronter durant la partie. Une amélioration à débloquer vous permet ensuite de charger le Buster ou les armes acquises sur les Mavericks d'un niveau supplémentaire. Certaines attaques chargées ont d'ailleurs des propriétés très intéressantes, telles que vous donner une période d'invulnérabilité, qui est totalement pétée, ou créer un petit bobsleigh de glace en forme de pingouin, qui est tout pourri. Dans l'ensemble, Mega Man X a probablement l'une des meilleures sélections d'armes de tous les Mega Man, même en comptant la série principale. Vous trouverez plein d'occasions d'utiliser les différentes armes au sein du niveau, et c'est pas forcément très fréquent dans Mega Man. En termes de progression, on est sur quelque chose de très similaire au Mega Man classique. Après le niveau d'introduction, le jeu vous en proposera 8 autres à faire dans l'ordre de votre choix, chacun d'eux gardé par un boss, les fameux Mavericks. Comme je l'ai dit plus tôt, vaincre l'un d'eux vous donnera une nouvelle arme. En plus d'être potentiellement utile durant les niveaux, chaque arme a des propriétés bonus contre un autre boss. Ce sera souvent des dégâts supplémentaires, mais ça peut aussi être des capacités de contrôle, allant de l'annulation d'une capacité à la paralysie temporaire du boss. Et là, ça peut vraiment devenir très con. Bien entendu, les points faibles des différents boss ne sont pas révélés aux joueurs, c'est à lui de les trouver par expérimentation. En dehors des armes des Mavericks, vous aurez également plusieurs types d'objets à ramasser au sein des niveaux. Les Energy Tanks permettent de stocker de la vie afin de vous soigner plus tard. Les cœurs vous permettent d'augmenter votre quantité de points de vie max, et 4 pièces d'armure viendront augmenter vos capacités globales. Les jambes vous donneront le dash, le buster vous donnera le niveau de charge supplémentaire pour toutes vos attaques, le casque vous permet de briser certains plafonds, et l'armure permet de diminuer les dégâts reçus. En parlant des pièces d'armure, 2 d'entre elles ont selon moi des effets un peu discutables sur le jeu. La première et la plus évidente, c'est l'armure. Quand je dis qu'elle réduit les dégâts reçus, je déconne pas. Elle réduit les dégâts reçus de 50%, et elle peut être obtenue très tôt dans la partie. Selon vos choix, vous pouvez l'obtenir dès le 2e niveau, et donc trivialiser une partie du jeu. Il y a donc ici potentiellement un petit problème de rythme. Ce qui est également vrai avec l'autre partie d'armure dont je voulais parler, les bottes. Le problème, c'est qu'on l'obtient chez Chill Penguin, qui est l'un des 8 Mavericks. Du coup, si on ne commence pas par son niveau, on peut se condamner à faire la plupart du jeu sans le boost, qui est l'une des mécaniques principales du jeu. Les niveaux de tous les Mavericks sont équilibrés pour être faisables sans cette mécanique, mais ils en sont quand même beaucoup moins fun. Et l'autre gros problème, c'est les boss, parce que certains d'entre eux sont clairement équilibrés autour de cette mécanique. Alors, il y a un argument au sein de la communauté pour défendre ce choix de design. L'idée, c'est que le nouveau joueur qui est confronté à l'écran de sélection entre les 8 Mavericks va choisir celui qui a l'air le plus inoffensif, c'est-à-dire le manchot. Et je trouve cet argument un peu pété. Déjà parce que la dangerosité perçue des différentes bestioles est largement subjective. Personnellement, je vois pas forcément le tatou comme un animal plus dangereux que le manchot. Si un nouveau joueur se fait la même réflexion et démarre par le niveau du tatou, il va passer un sacré sale quart d'heure. L'autre problème, c'est qu'on considère que le jeune joueur qui découvre les Mavericks va les choisir en fonction de leur dangerosité. Et non, en tout cas, personnellement, gamin, j'ai absolument pas réfléchi comme ça. J'ai vu un caméléon, je me suis dit, waouh, c'est trop cool, il y a un caméléon. Je suis allé dans le niveau du caméléon, et je me suis fait éclater par le caméléon. Et mon frangin a fait la même avec le poulpe, qui est sûrement l'un des Mavericks les plus dangereux. Bref, à titre personnel, je considère que le placement des bots est vraiment une erreur de design, que l'argument utilisé pour le défendre est totalement foireux, et que le dash aurait dû soit être accessible dès le début du jeu, soit être en tout cas placé avant les Mavericks. Il fera d'ailleurs partie du kit de base de tous les épisodes suivants, c'est pas un hasard. Voilà, j'ai fini de radoter sur le dash, maintenant on peut s'intéresser à la structure de fin de jeu. Car c'est une fois les 8 Mavericks vaincus que le vrai challenge démarre. A ce stade, vous avez la possibilité de revisiter les 8 niveaux pour récupérer tout ce que vous auriez pu manquer. Et je vous le conseille vivement parce que les 3 niveaux de Sigma vous feront pas de cadeau. Vous aurez droit à une nouvelle confrontation avec chacun des 8 Mavericks, à raison de 2 ou 3 par niveau. A ce stade, il ne devrait plus vraiment vous poser de problème, après tout vous avez toutes les armes à votre disposition pour contrer chacun des Mavericks. La difficulté viendra en partie des niveaux, qui sont un peu plus vicieux que ceux des Mavericks, et surtout des 3 boss de fin de niveau de la forteresse de Sigma, et bien entendu de Sigma lui-même. Je vous en dis pas plus à son sujet, ce serait vraiment dommage de gâcher l'un des combats les plus épiques et les mieux mis en scène de l'époque.
Votre première partie vous prendra probablement entre 4 et 5 heures, ce qui est plutôt correct pour un platformer de l'époque, mais votre temps de jeu pourra aller bien plus loin que ça. Le plus grand intérêt de Mega Man X, c'est sa rejouabilité. C'est le genre de jeu qui se refont encore et encore en optimisant à chaque fois son parcours et en maîtrisant de mieux en mieux les niveaux et les combats. Et si vous voulez aller encore plus loin, il y a plein de petits challenges sympas à s'imposer, comme le Buster Only qui consiste à faire le jeu sans utiliser aucune arme des Mavericks. Bon, il est temps de répondre à la question fatidique, que vaut Mega Man X aujourd'hui ? Visuellement, le jeu reste très correct. C'est relativement simple, mais surtout propre et soigné, et l'esthétique manga fait que ça a très bien vieilli. Pour le son, forcément, à l'époque, on est sur du MIDI, donc sur un son franchement artificiel. Ici, c'est pas vraiment un problème. D'une part parce que l'ambiance science-fiction se prête très bien au son MIDI, d'autre part parce que les capacités sonores de la console sont extrêmement bien exploitées. Oui, c'est du MIDI, mais c'est l'un des MIDI les plus propres de la génération 16 bits. Mais si Mega Man X reste encore aujourd'hui un excellent jeu à faire à tout prix, c'est avant tout pour son gameplay qui n'a pas pris une ride. Depuis 93, je n'ai encore jamais rencontré d'autres jeux qui proposent le même équilibre entre nervosité, précision et fun. Mais je vais quand même citer un autre jeu que j'ai adoré et qui a tout compris à la formule Mega Man X. Il s'agit de 2000XX qui est un hommage direct à Mega Man X et qui fait le pari de transposer le gameplay de Mega Man X dans un roguelike. Les visuels que vous voyez payent pas trop de mine, ça fait un peu amateur, on va pas se mentir. Mais niveau gameplay, les sensations sont excellentes et l'équilibrage de l'aspect roguelike est également très bon. La suite 3000XX est actuellement en préparation et en early access et propose pour sa part des graphismes en pixel art beaucoup plus réussis. Donc si vous avez tapé Mega Man X et que vous en voulez encore, c'est une bonne option. Maintenant, jouer à Mega Man X, oui, pourquoi pas, mais comment ? Vous avez vraiment 3 options. La première, c'est le jeu d'origine sur la machine d'origine. Mais comme pour beaucoup d'autres jeux, la cote d'une version sous boîte et en bon état est devenue totalement ridicule. La deuxième option, c'est la Mega Man X Legacy Collection, que vous pouvez trouver sur la plupart des supports modernes. Elle propose les 4 premiers épisodes de la série pour une somme tout à fait honnête de 20€, et ça tombe bien, c'est les 4 meilleurs épisodes de la série. En revanche, pas mal d'utilisateurs reprochent à cette version un input lag assez important, ainsi que tous les ralentissements de la version d'origine, entre autres petits soucis techniques, donc renseignez-vous bien avant l'achat. Et dans tous les cas, n'achetez pas la deuxième partie de la collection qui comporte les 4 plus mauvais épisodes de la série. Reste la troisième et selon moi la meilleure option, l'émulation. Le gros avantage ici, c'est qu'en utilisant certains émulateurs, notamment BSNES, vous pouvez overclocker l'émulation dans les options, ce qui rend la console virtuelle plus puissante et permet d'éviter tous les ralentissements. Si vous n'avez vu aucun ralentissement sur le gameplay que je vous ai montré, c'est pour ça que j'avais overclocké le système. Bien sûr, l'émulation a également 2 défauts. Déjà celui d'être illégal, et ensuite celui de demander un petit peu de travail de recherche et quelques réglages, même si pour la Super NES ça va généralement pas chercher très loin. Quelle que soit la méthode de votre choix, Mega Man X est un classique incontournable et intemporel qui a en plus l'avantage d'être très accessible pour un joueur moderne. Donc si vous avez le moindre intérêt pour les jeux d'action plateforme 2D, vous devez essayer Mega Man X. Sur ce, je vous dis à la prochaine, et d'ici là, amusez-vous bien.